Allez, on plonge directement dans l'une des plus grandes énigmes qui soit, la conscience. Et si tout ce qu'on pensait savoir à son sujet était à revoir? Aujourd'hui, on explore une théorie absolument fascinante qui pourrait bien changer notre vision de la réalité elle-même. La question de départ, c'est un vrai casse-tête. Un truc qui a retourné le cerveau des philosophes et des scientifiques depuis des siècles. Comment est-ce que ça, cet amas de cellules, de neurones, de matière purement physique, comment ça peut donner naissance à l'expérience, subjective de voir la couleur rouge, de ressentir de la joie, ou même juste de se poser cette question? C'est ça, le fameux problème difficile de la conscience. Bon, pour tenter de percer cette énigme, voilà le plan de vol. On va le faire en 5 étapes. D'abord, on va bien poser le problème. Ensuite, on va découvrir une idée franchement radicale. Après, on va la confronter à la dure réalité des lois de la physique, avant d'introduire un nouveau concept qui change tout, et enfin, on assemblera toutes les pièces du puzzle. C'est parti. Première étape donc. Essayons de bien comprendre pourquoi ce problème est si difficile. Voilà, c'est ça, le cœur du mystère. Expliquer comment le cerveau traite l'information, comment il calcule, ça c'est le problème qu'on dit facile. Mais expliquer pourquoi ça fait quelque chose d'être nous, pourquoi on ressent les choses de l'intérieur, ça c'est le vrai défi. C'est ce fossé, ce gouffre entre le matériel et le ressenti qui a l'air juste impossible à combler. Alors, face à cette impasse, une idée complètement folle a émergé. Et c'est le cœur de notre deuxième partie. Ça consiste à voir l'univers un peu comme un réseau informatique, où le cerveau, il jouerait un rôle très très différent de celui qu'on lui donne d'habitude. Attention, là on renverse complètement la table. Et si la conscience n'était pas un produit du cerveau, mais qu'elle était là depuis le tout début, une propriété fondamentale de l'univers, aussi primordiale que l'espace, le temps ou la matière? Si c'est le cas, alors le cerveau il ne fabriquerait pas la conscience, il serait plutôt comme une antenne. C'est simple. Imaginez un poste de radio. La radio ne crée pas la musique, n'est-ce pas? Elle capte une onde qui existe déjà tout autour de nous et la décode en un son qu'on peut entendre. Dans cette analogie, le cerveau, ce serait la radio. Et la conscience fondamentale, ce serait l'onde radio qui emplit l'univers. D'accord, mais comment on structure une idée pareille? On peut penser à Internet et au modèle OSI, où l'information traverse différentes couches, chacune avec ses propres règles. Ici, c'est un peu la même chose. Tout commence au niveau le plus fondamental, celui des pures possibilités. Cette information, ensuite, elle s'actualise en matière, puis elle s'organise en vie, avant d'être finalement décodée par l'esprit. Ok, passons à la troisième partie. Parce que là, il faut affronter une objection énorme. Parler d'une conscience fondamentale, ça peut vite sonner un peu mystique si on n'explique pas précisément comment elle interagit avec notre monde physique. Voilà la question qui tue. Si cette conscience agit sur les particules, elle devrait être une force, une énergie mesurable, ce qui contredirait à peu près tout ce qu'on sait de la physique. Le modèle de base, là, il se prend un mur. La solution proposée est super subtile, mais elle est géniale. Il faut complètement abandonner l'idée d'une conscience qui intervient. La conscience fondamentale n'est pas une force qui pousse la matière. Elle est la structure même de la réalité. Elle ne déplace pas les pions sur l'échiquier, elle est les règles du jeu, le plan qui définit tous les coups possibles. Cette analogie, elle est parfaite. Le théorème de Pythagore ne va pas pousser sur les poutres d'un pont pour qu'il tienne debout. Mais sans les principes que ce théorème décrit, impossible de construire un pont stable. De la même manière, cette conscience fondamentale ne ferait rien. Elle serait simplement l'ensemble des relations, des symétries qui permettent à la matière d'exister et de s'organiser comme elle le fait. Pour aller plus loin et expliquer non seulement l'esprit humain mais aussi l'apparition de la vie, il faut un nouveau concept. C'est l'objet de notre quatrième partie, la naissance de la consciousness. Attention, l'orthographe est importante. C-O-N-S-C-Y-O-U-S-S-N-E-S-S. Ce n'est pas la conscience subjective, celle qu'on connaît. Non. Ça, c'est une fonction purement opérationnelle. C'est la capacité, pour n'importe quel système, de se maintenir en vie, de continuer à exister, en anticipant ce qui pourrait le détruire. La distinction est absolument cruciale. D'un côté, la conscience, le ressenti, l'expérience subjective. De l'autre, la consciousness, une fonction de survie, une stratégie pour ne pas disparaître. Et cette fonction-là, on la trouve même bien avant l'apparition du vivant. Pour bien comprendre comment cette consciousness peut apparaître de nulle part, faisons un bond dans le passé. Retournons aux toutes origines de la vie, dans la soupe primordiale, bien avant qu'il n'y ait la moindre cellule. Imaginez des molécules complexes, des ARN, qui interagissent en tous les sens. La plupart de ces réactions chimiques les détruisent, purement et simplement. Mais, par pur hasard, certaines structures se trouvent être plus stables, ou même capables de se copier. Ces structures qui durent, elles incarnent en quelque sorte une mémoire de ce qui marche. Et cette mémoire purement chimique, ce n'est rien d'autre qu'une forme très primitive d'anticipation. Et c'est là que tout bascule.
La structure n'a pas besoin de penser à la mort. Le simple fait qu'elle survive là où les autres sont détruites, ça veut dire qu'elle est construite comme si elle anticipait sa propre fin. C'est ça la naissance de la consciousness. Ce n'est pas un sentiment, c'est une pure fonction de survie, inscrite directement dans la matière. On arrive à notre dernière partie. Maintenant, on va rassembler toutes ces pièces pour former une image cohérente, une sorte de grande hiérarchie de l'information. On voit donc une progression très claire. Au tout début, les corrélations sont aveugles, ce sont de pures interactions au hasard. Puis, la sélection naturelle entre en jeu. Les corrélations qui sont stables persistent, elles sont sélectionnées. Et l'étape finale, c'est quand un système utilise activement ces corrélations pour survivre. Elles deviennent conscious. La corrélation n'est plus un simple fait, c'est devenu un outil pour la survie. On peut donc reprendre notre modèle de départ et le compléter. Chaque couche de la réalité ajoute une nouvelle forme, un nouveau protocole d'anticipation. La physique offre la stabilité, la chimie permet les combinaisons, la vie apporte l'automaintien, l'esprit permet de représenter cette anticipation de manière explicite, et la civilisation, c'est sa forme collective. Au final, le point crucial de cette théorie, c'est qu'elle dissout le problème. La conscience n'est plus une sorte de fantôme mystérieux qui apparaîtrait de nulle part, c'est simplement le processus par lequel la réalité devient de plus en plus lisible pour elle-même, à travers des structures de plus en plus complexes qui incarnent cette capacité d'anticipation. Et tout ça, bien sûr, nous ramène à la question ultime, le cœur du mystère qui lui reste entier. À quel moment précis et surtout comment est-ce qu'une simple fonction de survie, cette consciousness, devient une expérience vécue, le sentiment d'être soi? La réponse à cette question, c'est peut-être la prochaine grande révolution de la science. La réflexion reste ouverte.